Bonjour et bienvenue, vous écoutez C'était ce jour-là, une série de podcasts consacrée à l'histoire des Juifs en Europe. Je suis Isabelle Pirambeau, ancienne correspondante de presse à l'étranger, traductrice et rédactrice. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de ceux qui se consacrent à la mémoire de l'Holocauste. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous à l'Institut d'anatomie de l'hôpital civil de Strasbourg avec le psychiatre Georges Federmann, qui est le président du cercle Menahem Tafel. Georges Federmann se bat depuis des décennies pour que la mémoire des Juifs assassinés par les nazis à Strasbourg reste vive. Son association porte d'ailleurs le nom d'une des 86 victimes juives assassinées par le professeur nazi August Hirt. En 1943, le professeur fait venir d'Auschwitz 86 personnes pour les faire gazer dans le camp de concentration du Struthof à 60 km de Strasbourg. Leurs cadavres seront ensuite entreposés dans les cuves de l'université. C'est pour cela que j'ai convoqué Georges Federmann à cet endroit. Il nous raconte son combat pour la mémoire de ses victimes. J'anime le cercle Menahem Tafel depuis 31 ans aujourd'hui. Et alors je parle avec beaucoup d'émotion parce que nous sommes dans le cœur de l'Institut d'anatomie normale qui se trouve dans le cœur même de l'hôpital civil de Strasbourg. Et c'est une institution, c'est une construction allemande de la première période entre 1871 et 1918, qui a précédé la deuxième période tragique de l'annexion de 1940. Et l'émotion, elle est due au fait que dans ce lieu, on a connu les meilleurs médecins du monde occidental à la fin du 19e et au début du 20e, chez les Allemands. Ils ont été des précurseurs dans de nombreux domaines de la médecine et ils ont eu le plus de prix Nobel de médecine jusqu'en 1933. Donc il y a cette dimension de lumière associée à ce lieu, d'enseignement, de transmission, de diagnostic, de soins. Et puis il y a la deuxième période de l'annexion où les meilleurs médecins du monde, ils étaient restés sur cette lignée, ont estimé légitime de sélectionner leurs patients, de les essentialiser, de leur rappeler qu'ils étaient vieux, ou malades mentaux, ou juifs, ou slaves, ou commissaires politiques soviétiques. Donc la science qu'ils avaient accumulée les a poussés de manière sincère, sans jamais aucun remords, à estimer qu'ils avaient une mission sociale et politique, celle de débarrasser la société socialiste d'une partie d'elle-même par la science médicale et la science anthropologique. Et pour nous, ça a toujours été un exemple justement à réfléchir pour ne pas le répéter et faire en sorte qu'aujourd'hui nous soyons attentifs à la dimension de l'universalité des soins en médecine et non pas d'une forme d'élitisme et de diagnostic qui permettrait de se débarrasser jusqu'à les tuer des gens dont la vie ne mérite pas d'être vécue. Alors pour replacer l'endroit où nous nous trouvons pour les auditeurs, puisqu'il faut le contextualiser, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel complexe nous nous trouvons, dans quelle partie de la ville de Strasbourg nous nous trouvons actuellement, et qu'est-ce qui s'est passé dans ces lieux ? On est là au cœur de l'Europe. Symboliquement, c'est cette Europe à laquelle les 27 aspirent, c'est le cœur, c'est l'hôpital civil de Strasbourg, qui est en face de l'ancienne douane, qui est en face de la place du Corbeau, c'est vraiment le centre de Strasbourg. Et ça a toujours été le cœur depuis
le XVIIe siècle de cette ville. Et c'est là où les médecins nazis ont choisi de faire reposer les cadavres des Juifs qui avaient été sélectionnés à Auschwitz en août 1943 pour servir de matériel humain à un futur musée de la race. Un projet extraordinaire dans sa conception, un projet pédagogique. Les médecins et les anthropologues nazis étaient convaincus de la légitimité de se débarrasser des Juifs. Reste à savoir comment ils les reconnaissaient. Et dans une perspective pédagogique, pour qu'il en restât des traces, une documentation, d'utiliser les crânes, les os, les restes des Juifs conservés pour édifier les générations futures au morphotype juif, comme on fait nous aujourd'hui avec les restes des Héréros, des Africains, des Égyptiens, des Tibétains. Alors nous, on peut le faire sur les Noirs et les Jaunes, mais à l'époque, c'était inconcevable qu'on le fît sur des Blancs. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que la science occidentale est tellement élaborée, tellement accomplie, qu'à un moment, elle en exclut l'humain. Et c'est ça qui s'est déroulé ici. Donc, en août 1943, le professeur Hirt, un des plus grands anatomistes du monde occidental, a fait sélectionner des spécimens juifs à Auschwitz par le biais d'un grand anthropologue, Bruno Beger, qui a sélectionné par des moulages, par le morphotype, donc une science extraordinaire, donc des visionnaires. Donc c'était des gens qui étaient capables, dans une population générale, de différencier les Juifs des autres. Ils ont sélectionné 120 personnes à Auschwitz. Elles ont été transportées après une période de quarantaine pour éviter le typhus à Ostruthof. Je me suis toujours demandé comment les gens qui étaient dans ces wagons s'étaient imaginé le transfert entre Auschwitz et le Struthof. Ils savaient. C'est quoi le Struthof pour les auditeurs? Le Struthof, c'est très très émouvant d'en parler. C'est un camp de concentration qui est à 60 km de Strasbourg et qui a été le lieu de torture de 50 000 prisonniers politiques entre 1941 et 1944 dans un des lieux les plus beaux des Vosges. Et c'est très bouleversant de se dire qu'au Struthof, tout près d'ici, c'est le cœur, on est à portée de main, 60 km, on pourrait même y aller à pied. C'est là où le système totalitaire nazi a utilisé 50 000 résistants à être des esclaves et à construire une partie du patrimoine alsacien, dont la piste d'envol de Ensheim, qu'on doit aux esclaves du Struthof. Et ce Struthof a été le lieu complémentaire d'expérimentation de 3 professeurs, Hirt, Hagen, Bickenbach. Ils se sont avérés être des grands professeurs avant-guerre. Ils sont restés des grands professeurs après-guerre, sauf Hirt qui se serait suicidé. Mais ce sont des gens qui ont expérimenté pour essayer de trouver, par exemple, le traitement du typhus, l'antidote au gaz phosgène et le musée de la race. Donc des gens qui, dans une perspective de victoire nazie, ont essayé d'apporter leur contribution pour éviter que les soldats soient décimés par le typhus ou les gaz de combat. Et pour ce faire, ils ont immergé des cobayes, juifs et tziganes, dans la chambre à gaz du Struthof pour tester sur eux les antidotes ou les traitements.
Et nous sommes là, ici, dans cet institut où les cadavres et les restes des cadavres des 86 juifs, pour finir, il en est resté 86, que le commandant Kramer, qui dirigeait le camp, a gazé en 3 contingents. Ils sont morts étouffés, ils sont morts par asphyxie. Ils étaient une trentaine dans la chambre à gaz minuscule du Struthof. Un groupe de femmes, 29 femmes, gazées probablement toutes ensemble, dont on a de la peine à imaginer le martyre. Elles ont survécu 30 secondes, peut-être 1 minute, au gaz asphyxiant que Kramer a déposé lui-même par la lunette de la chambre à gaz. Et il y a eu 2 contingents d'hommes. Et Hirt a demandé à ce que les cadavres encore chauds soient transportés sur 60 km du Struthof, ici, nous sommes. Et les corps, 17 corps entiers et 160 morceaux de cadavres, je ne sais plus exactement, ont été retrouvés. Ils ont été déposés entre août 43, le moment du gazage, et le 1er décembre 44, au moment où le commandant Raphaël, du service cinématographique de l'armée française, les a découverts, 1er décembre 1944. C'était à la Libération de Strasbourg ? Oui, à ce moment-là. Et les types sont complètement déstabilisés, ils ne comprennent pas qu'est-ce que ces restes font là. Ils se rendent compte que sur l'avant-bras à gauche, il y a des matricules, et il va y avoir une expertise, des autopsies confiées à des Français. Simonin, Pied de Lièvre et Fourcade, les 3 légistes français qui en 46, début 47 vont découvrir la manière dont ces 86 ont été exécutés. D'accord, donc à la Libération, on ne sait pas ce que ces corps faisaient, on ne sait pas que Hirt avait comme projet de faire cette collection de crânes juifs. C'est ça, on ne sait pas encore. Et ça va se reconstituer de manière légale, médico-légale. Donc les Français ont le réflexe légaliste de faire cette autopsie. Et on dispose de ce rapport d'autopsie que la faculté de médecine de Strasbourg a gardé pendant des années et a refusé de confier à quiconque, et notamment à M. Lang, le journaliste allemand qui a découvert l'identité des 86 cadavres. Justement, vous parlez de Hans-Joachim Lang, vous pouvez expliquer comment il a réussi à découvrir l'identité de ces cadavres et quel était ce travail de recherche titanesque qu'il a mené à bien? On est parti d'un patronyme, Menahem Tafel, dont l'univers entier disposait de ce nom. Menahem Tafel, c'était le matricule 107 969 qu'on devait à Klarsfeld, notamment, depuis les années 80. Et tout le monde ici en était resté là. C'est-à-dire, comment on a découvert qu'il y avait Menahem Tafel parmi les 86 corps? Vous pouvez peut-être reconstituer la jeunesse pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Je pense que c'est par un croisement avec les archives d'Auschwitz, puisque les nazis avaient établi la liste des 120 personnes sélectionnées, avec la quarantaine pour les protéger du typhus. Et par le matricule, il y a dû avoir un croisement. Mais je vous avoue, j'ai oublié une partie de cette antériorité. En tout cas, on a ce nom. Et en 92, donc 1992, il y a un événement incroyable à Strasbourg. Le Jardin des Sciences, qui est une organisation scientifique à Strasbourg, organise des expositions dans toute l'université et montre au public les collections. Ici, d'anatomie, d'histologie. Et il y a 2 scientifiques étrangers à la fac de médecine
qui font un appel et qui disent « mais il y a probablement eu des collections de l'époque nazie. Qu'est-ce qu'il en est à l'Institut d'anatomie ?» Donc ils nous mettent en alerte et ils interrogent les autorités, donc Madame Acker à l'époque, la présidente du Jardin des Sciences. Et j'étais proche de Jacques Morel et de Bruno Escoubès, c'est les deux scientifiques du CNRS, qui m'alertent. Et moi, dès 92, je suis le relais dans la fac de médecine de Strasbourg. J'interpelle le doyen de l'époque, M. Guerlinger, et j'interpelle le président de l'université Louis Pasteur, M. Lostrien. En tant que médecin, 92, j'ai terminé mes études quelques années plus tôt. Et durant mes études, personne n'a jamais parlé de ces collections, ni de Menachem Tafel. J'interpelle ces gens, ces autorités, qui nous envoient balader de manière hautaine et méprisante en nous disant « mais de quoi vous vous mêlez ? Vous allez semer le doute dans l'esprit du public et surtout de nos étudiants qui vont peut-être confondre l'université nazie avec la française qui était repliée à Clermont-Ferrand, ce dont personne ne doutait. Donc, ils ont fait une sorte de procès d'intention qui consistait en dénoncer le fait de poser la question. C'était tabou, il ne fallait pas poser la question parce que l'affaire avait été réglée. La parenthèse nazie était une parenthèse de folie et de crime. La raison l'avait emporté à nouveau en 1945 et nous étions sous l'égide de la raison. Et la raison n'a pas besoin de se justifier. Les médecins à la fac de médecine de Strasbourg sont toujours du côté du bien. C'est ça que le doyen, le président, signifiait. Circuler, il n'y a rien à voir, rien à entendre, rien à commémorer. Et bien sûr, ça vous a titillé et ça vous a donné envie d'en savoir plus. Alors, parce que j'étais déjà prédisposé à cette quête, j'avais déjà, durant mes études, fait l'expérience de la frérocité. J'avais saisi que l'esprit de l'enseignement de la médecine à Strasbourg, c'était de mettre les médecins en rivalité les uns avec les autres et de douter de la parole du patient. J'avais acquis cette perception, qui n'est pas une conviction, qui est toujours réinterrogée, mais j'avais saisi que le silence était un silence religieux, sectaire, qui était destiné à convaincre le public que la corporation médicale était noble et vertueuse. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas toujours le cas. Je me suis rendu compte que, en nous renvoyant à nos études, Escoubès, Morel et moi-même, les autorités signifiaient qu'il n'y avait que des pages lumineuses dans l'histoire de la médecine, comme si les étudiants en médecine étaient cons, et comme s'ils étaient appelés à le rester. Et ça m'a beaucoup intéressé, c'est-à-dire je me suis dit, comment des enseignants peuvent-ils douter de la capacité de discriminer, de distinguer de leurs élèves, qui vont être leurs successeurs et qui vont avoir entre leurs mains la responsabilité de la vie ou de la mort de leurs patients dans de nombreux cas. Et je me suis dit, c'est une défiance qui est structurelle. C'est un système mafieux, dans le sens de l'omerta. Il y a des choses, comme dans certaines familles, qui sont des secrets de famille, comme on dit, et donc il y a des secrets de corporation ici, et j'ai commencé des recherches et surtout des actions symboliques, c'est-à-dire nous avons à quelques-uns avec Roland Knebusch, un camarade de Kehl, avec lequel nous avons créé le dispositif franco-allemand symboliquement. Lui, à Kehl, dans les années 90, commémorait la mémoire des résistants français du réseau Alliance, tués à Kehl et noyés dans le Rhin. Donc il y a sur le pont qui réunit la France et l'Allemagne une plaque en hommage à ces 9 résistants français
qui ont été tués par les nazis, et c'est un Allemand qui a fait apposer cette plaque, symboliquement, Roland Knebusch. Et c'est avec Roland qu'on a commencé ce combat franco-allemand symbolique, où des soignants s'intéressaient à la reconstitution du chemin de croix de ces 86, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui avait pu pousser les meilleurs médecins du monde occidental à expérimenter sur des frères et sœurs en humanité, de quelle manière, dans le cadre de leurs études, ils en étaient arrivés d'un point de vue anthropologique à considérer ces hommes et ces femmes comme des lapins ou des cobayes, d'une manière certaine. Et comment aujourd'hui, dans le cadre de nos études, on pouvait être enseigné dans la perspective d'un accueil inconditionnel dans la pratique quotidienne. Donc le cercle Tafel, du nom de cette première victime juive identifiée des expériences nazies au Struthof, ce cercle Tafel a toujours eu une vocation de modernité. Vous pouvez nous raconter qui était ce Menachem Tafel, d'où il venait? Est-ce qu'on en sait plus sur cette personne? Oui, je crois qu'on en savait déjà pas mal. Et on a été amené à honorer sa mémoire par la création d'un quai Menachem Tafel en 2011. Une partie de nos combats a été de convaincre la municipalité socialiste de l'époque, qui n'avait pas tranché pour la plaque de 2005. La plaque de 2005 qui est là. Tafel, donc on a ce nom, ce matricule sacralisé, donc à la limite on aurait pu se contenter de Menachem Tafel, on aurait honoré cette mémoire pour la mémoire de tous, honoré mais sans chercher nécessairement les mécanismes de l'adhésion au nazisme et la répétition. Mais on a poursuivi. Tafel, c'était un Polonais qui a migré à Berlin pour survivre et qui était laitier à Berlin. Il habitait rue d'Alsace. Incroyable. Oui. Oui, c'est très bouleversant. Ouais. Hein. On se rend compte que la toponymie, que les rues sont vivantes en fait, hein, et qu'elles ont plusieurs vies. Et ça, c'est très intéressant pour le psychiatre que je suis d'explorer l'histoire des rues, l'histoire des villes. Elle parle, ces histoires, hein, elle nous parle. Et vous êtes déjà allé dans cette rue de Berlin? Non, j'ose pas. Pour moi, il y a une dimension de sacralité. C'est-à-dire, comme dans mon travail de psychiatre, le silence est le symptôme premier. Les gens qui ont été traumatisés, ils doivent garder le silence très très longtemps. Et donc moi-même, je suis dans une forme de silence par rapport à cette histoire. Non, je suis pas allé. Je sais pas si j'irai. Ça me fait trop peur et trop mal. Mais on a mimé ce qui se passe à Berlin. On a installé des Stolperstein à Strasbourg depuis 3 ans, sous mon instigation. C'est moi qui suis à l'origine de ce projet localement. Tafel, il est laitier, sans papier, probablement. Je pense qu'il n'est pas allemand. Il doit être apatride. C'est très intéressant pour moi. Mon père était apatride aussi, au Maroc. Et donc, on sait que probablement en mars, il est raflé par les nazis avec sa femme et sa fille, Sarah et Clara. Probablement en mars, ils arrivent à Auschwitz. La femme et la fille sont gazées à l'arrivée. Et lui survit. Alors il ne sait pas où il est, hein. Ils ne savent pas où ils sont. Et il voit arriver Beguer en juillet, je suppose, 43. Il est parmi les sélectionnés. Et il va, après la période de quarantaine, être transféré à Ostruthof. Il ne sait pas où il est, hein. Et gazé en août 43. Voilà un petit peu les grandes lignes de la vie de ce bonhomme. Jusqu'au rapport de Klarsfeld et de Pressac, qui date de 75-80, il s'intéresse à cette histoire. Il y a des photos du cadavre de Tafel avec son matricule. Et donc,
Klarsfeld et Pressac doivent croiser avec les listes d'Auschwitz et découvrir ce nom. Et en fait, il s'avère, grâce à Lang, qui a fait des recherches à Washington, à Jérusalem et en Allemagne, à Arolsen, mais pas ici. Ici, on lui a interdit tout accès aux archives locales. Le doyen de l'époque, quand Lang vient frapper à la porte de la faculté de médecine, Bertrand Lude ne lui donne pas le rapport d'expertise de 46-47 dont il dispose. Comment expliquez-vous ce silence à Strasbourg ? C'est inexplicable, mais on peut proposer des hypothèses qui sont liées d'abord à la conviction que la médecine est noble et vertueuse toujours, et que la parenthèse nazie est accidentelle et criminelle. Les médecins ici sont convaincus de ça, et donc ils ne vont jamais enseigner cette matière. Ils sont convaincus que les médecins nazis sont des canards boiteux, ça ne peut pas arriver en médecine, alors que mes recherches me confirment que ce sont les meilleurs médecins du monde occidental. Et ce paradoxe apparent est impensable pour des enseignants qui ont été résistants, collaborateurs. Je me rends compte qu'ici, après-guerre, les collaborateurs sont recyclés. Les résistants adoptent le même silence que les collaborateurs. Les croyants, les athées, pareil. Il y a une unité de posture, il faut taire. C'est impensable, et ça devient impensé par tous. Même les plus éminents psychiatres et psychanalystes qui ont été mes maîtres font l'impasse sur cette question. Ce podcast a entièrement été réalisé par Isabelle Birambeau. Il comprend la première partie de l'interview faite avec Georges Federmann à l'Institut d'anatomie de Strasbourg. La seconde partie sera diffusée prochainement. Je remercie Georges Federmann pour le temps qu'il m'a accordé.